L'administration Trump a annulé le sommet de Budapest. Des sanctions ont été imposées à l'industrie pétrolière russe, que l'administration qualifie d'option intermédiaire en termes de sévérité. Selon le Wall Street Journal, Trump a atteint un point de rupture avec Poutine. Ces nouvelles sanctions visent spécifiquement les entreprises énergétiques, Lukoil et Rosneft, et représentent le dernier effort en date pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon l'administration. Vladimir Poutine a réagi immédiatement aux sanctions, déclarant « Concernant les nouvelles sanctions, rien de nouveau ici. Bien sûr, elles sont sérieuses pour nous, c'est évident. Et elles auront certaines conséquences, mais dans l'ensemble, elles n'affecteront pas sérieusement notre bien-être économique. » Lors de son premier mandat, Trump a imposé le plus grand nombre de sanctions jamais introduites contre la Fédération de Russie. Ces mesures sont de nature économique et politique. Cela s'inscrit dans le contexte où la Russie mène d'importants exercices nucléaires et se retire, maintenant qu'elle a mis fin au traité START. La Russie ne reprendra pas l'échange d'informations avec les États-Unis sur le nouveau traité START, selon Sergei Ryabkov. Ce sont donc des escalades majeures. Vladimir Poutine et la Russie ne semblent pas du tout s'en émouvoir. Kaji, quelle est votre réaction à cela? Eh bien, c'est un tir de semonce adressé aux États-Unis, au moment où ceux-ci réalisent qu'ils ne peuvent pas gagner leur guerre contre la Russie. En substance, c'est l'ensemble de l'OTAN et des États-Unis qui combattent la Russie. Nous entrons dans la phase finale, et il devient très clair que le jeu va se terminer dans une direction bien précise, celle d'une victoire de la Russie. Ainsi, les États-Unis tentent une escalade horizontale à travers des sanctions énergétiques de plus en plus nombreuses. Mais le plan de secours, et c'est toujours le plan de secours des États-Unis, c'est l'escalade nucléaire. En particulier avec Elbridge Colby, qui parle depuis au moins une décennie de la nécessité d'intégrer sans rupture les armes nucléaires tactiques dans la doctrine de guerre. La Russie envoie un message disant « Nous ne permettrons pas cela. Nous ne tolérerons pas une escalade jusqu'au niveau nucléaire. » Et bien sûr, les armes nucléaires tactiques seront considérées comme une attaque stratégique. Je pense que c'est le message clé qui est transmis en ce moment. J'ai affiché à l'écran les exercices nucléaires que la Russie a menés sous la supervision de Vladimir Poutine. Cela intervient également alors que la Russie, la Chine et l'Iran ont déclaré que les restrictions de l'Iran sur les armes nucléaires étaient désormais levées, car le JCPOA a été annulé par les États-Unis. Je serais d'accord avec Kaji. La réalité de la situation est que la Russie ainsi que la Chine et l'Iran envoient un message fort. Ils se préparent et se présentent comme militairement capables et prêts à affronter l'Occident par tous les moyens nécessaires. Mais il envoie aussi le message que c'est à cela que vous serez confrontés si vous ne, disons, reculez pas ou n'apprenez pas à coopérer, ce que les États-Unis ne sont pas vraiment capables de faire. Je dirais aussi, de manière intéressante, que je ne pense pas que la Russie soit nécessairement, à ce stade particulier, préoccupée par les sanctions. Je voulais simplement y faire référence également. Au bout du compte, lorsque nous examinons les sanctions, elles vont surtout toucher l'Union européenne, les marchés européens, qui sont à ce stade pratiquement paralysés et détruits. Je veux dire, ils avaient déjà réduit leurs importations de pétrole en provenance de Russie à environ 3% de toute façon. Donc sanctionner ces 3% va très probablement affecter la Hongrie et la Slovaquie, qui continuaient à importer, ainsi que, dans une moindre mesure, la Grèce et l'Espagne parmi d'autres États. Mais en fin de compte, ce que cela va faire, c'est affaiblir encore davantage l'Union européenne, créant une dépendance accrue envers les États-Unis. Mais ce faisant, cela va engendrer un chaos massif au sein de l'UOPEBUL,
car les conditions se détériorent considérablement pour la grande majorité de la classe ouvrière dans la plupart des pays européens. Et il s'agit d'une UE qui est sur une glace très mince, politiquement, juridiquement et économiquement. Tout cela se produit alors même qu'il faut se rappeler que l'UE elle-même intensifie sa rhétorique de guerre contre la Russie, augmentant de manière spectaculaire les dépenses militaires à des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale, soi-disant pour se préparer à une guerre contre la Russie, tout en continuant à financer l'Ukraine. Et maintenant, évidemment, ça va avoir un impact significatif sur leur économie et également créer de nouvelles divisions au sein des États de l'Union européenne, leur position particulière en matière de politique étrangère et la manière dont l'UPOPEV fonctionne dans son ensemble. Donc, en somme, c'est juste un récapitulatif général des effets que les sanctions vont avoir, c'est-à-dire pratiquement aucun. Cela n'affectera pas la Russie, mais en même temps, la Russie envoie tout de même un message, car elle peut voir à quoi ressemble la trajectoire globale. C'est une préparation à la guerre. Et je suis d'accord avec Kaji sur ce point. L'Occident et l'OTAN ne peuvent tout simplement pas gagner. Je pourrais en parler un peu plus tard. La réaction de Donald Trump aux commentaires de Vladimir Poutine sur les sanctions. Le président Poutine a essentiellement déclaré aujourd'hui que la Russie est à l'abri des sanctions américaines. Il a affirmé que cela n'aurait aucun impact sérieux sur l'économie russe. Je suis content qu'il ressente ça. C'est bien. Je te tiendrai au courant dans 6 mois, d'accord? On verra bien comment tout cela se passe. Et puis, il y a cette réaction de Bloomberg. Il n'est cependant pas clair si les flux du pipeline seront réellement affectés par les sanctions, en raison de la nature intergouvernementale du projet. Essentiellement, la relation entre la Russie et la Chine à travers ses entreprises, Rosneft et la China Petroleum Corporation, détenues par l'État. Bien sûr, ils n'ont pas fait de commentaires. Ils ne commentent pas à ce sujet. Mais de nombreuses preuves suggèrent que personne n'est vraiment inquiet du côté sanctionné, la Russie et ses partenaires. Quelle est votre évaluation, Kaji? Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Les Russes ne sont pas inquiets. Je veux dire, les États-Unis ont essayé de présenter la Russie comme une station-service, avec des prétentions, et que dès qu'on s'en prend à leur gaz, elle va s'effondrer. Eh bien, cela repose sur plusieurs hypothèses. La première, c'est que ce n'est qu'une station-service. Ce n'est certainement pas le cas. La Russie est une puissance industrielle, une puissance en ressources, une puissance énergétique, et elle a progressivement mis en place, en coopération avec la Chine, des systèmes financiers qui lui permettent, premièrement, de contourner les sanctions financières américaines et, deuxièmement, d'éviter les points d'étranglement imposés par les États-Unis. En particulier, souvenez-vous que la réunion la plus récente de l'OCS portait sur le renforcement de la sécurité énergétique, notamment à travers le projet Force de Sibérie 2. Je pense donc que les Russes ne sont pas inquiets. Ils entretiennent des relations solides avec la Chine et d'autres pays du Sud global. Et je pense que les États-Unis se sont trompés dans leurs calculs concernant ces sanctions, comme ils l'ont fait pour presque tout le reste de ce qu'ils ont tenté contre la Russie et également contre la Chine. Ce que nous voyons en ce moment, c'est que la Chine, l'Iran et la Russie comprennent que l'Occident pousse à la guerre, que ce soit directement par l'intermédiaire de l'OTAN et de la Russie, mais nous allons également assister à une escalade avec l'Iran. Ils s'y préparent donc. C'est pourquoi ils ne veulent plus partager aucune information ni aucun renseignement lié aux capacités nucléaires, même à l'égard de l'Occident. C'est un message fort, indiquant que cette alliance multipolaire est en train de se former et qu'elle est prête à contrer toute forme d'agression occidentale, que ce soit par la guerre économique ou, si nécessaire, sur le plan militaire.
Je voulais également attirer l'attention sur ce qui se passe avec l'Iran. Je pense que le mois dernier, nous avons vu que les mécanismes de réactivation ont été mis en place. Il s'agissait d'un ordre direct des États-Unis au pays de l'E3 afin d'exercer une pression économique et politique sur l'Iran, essentiellement pour le pousser à revenir à la table des négociations avec les États-Unis ou risquer une nouvelle vague de guerre contre lui. Plusieurs médias, dont le Washington Post et l'Atlantic Council, ont évoqué une nouvelle guerre contre l'Iran en préparation. Même le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a déclaré, selon ses propres sources, que des frappes contre l'Iran étaient très probables. Le Washington Post a notamment évoqué le fait que l'Occident envisage une nouvelle guerre de faible intensité contre l'Iran, semblable à ce que je suppose Israël fait, disons-le ainsi, aux Palestiniens. Il a mentionné le concept de tondre la pelouse, une doctrine militaire israélienne visant à affaiblir progressivement l'adversaire et à l'asphyxier économiquement sans nécessairement engager une guerre totale. C'est une forme de conflit prolongé et d'usure que l'Occident ne peut pas vraiment gagner. Mais c'est essentiellement ce que nous voyons se produire avec l'Iran également. Et c'est vers cela que toutes les informations convergent. L'Iran lui-même se prépare en concluant un nouvel accord avec la Chine, dans lequel il va recevoir des armes avancées et des systèmes de défense aérienne en échange de pétrole. En même temps, il a engagé de nouveaux achats militaires avec la Russie, des avions de chasse, plus précisément, afin de se préparer à la guerre qui se profile contre l'Iran. Ainsi, on peut voir que la Russie, la Chine et l'Iran comprennent tous qu'ils se préparent à une confrontation militaire avec l'Occident. Cela pourrait se produire à des moments différents, mais ils s'y préparent tous. Et je pense que c'est aussi ce qui est très significatif dans cette nouvelle étape de la mise en place des mécanismes de rétablissement automatique. Le fait que l'Iran n'ait pas cédé à la pression occidentale pour, en substance, se rendre à la table des négociations et être contraint à la soumission. Il faut également se rappeler que les conditions imposées par les États-Unis pour que l'Iran revienne à la table des négociations incluent l'interdiction totale de l'enrichissement d'uranium, ce qui constitue une violation du droit international. Il faut s'en souvenir, c'est une violation du droit international. C'est un aspect. Le deuxième aspect est que les États-Unis ont exigé que l'Iran leur accorde un accès complet à ses installations nucléaires, qu'ils puissent entrer en Iran, pour citer Trump, et faire ce qu'ils veulent, prendre ce qu'ils veulent et détruire ce qu'ils veulent. Nous parlons donc d'une nouvelle colonisation de l'Iran de manière assez directe. En même temps, il parle aussi, bien sûr, du fait que l'Iran devrait cesser toute forme d'alliance militaire ou de soutien à ses soi-disant mandataires ou à ce que l'Occident appelle des mandataires dans la région. Et évidemment, tout cela est tout simplement inacceptable pour l'Iran. Ils essayent d'utiliser la coercition économique, c'est ce qu'ils font. Mais plutôt que de se soumettre, l'Iran dit non. Et il se prépare, aux côtés de la Chine et de la Russie, en substance à se mobiliser vers ce qu'il considère comme une grande guerre contre ces trois pays alliés. Dans quelle mesure cela sera couronné de succès? Eh bien, c'est une autre histoire. Ce sera un échec retentissant. Mais oui, c'est une escalade grave dans la direction de ce que l'Occident cherche à accomplir, à savoir la guerre et la destruction, afin de préserver sa propre hégémonie. D'explorer et d'exploiter ce marché pour de grands termes, ce qui au final, se fait aussi. Vous savez, la Russie mène actuellement des exercices nucléaires. Et puis, il y a aussi même, vous savez, Responsible Statecraft, qui fait partie du Quincy Institute, qui a expliqué que la Russie, la Chine et l'Iran ont informé les Nations Unies
que non seulement ils ne considèrent pas les sanctions de rétablissement automatique comme légitimes et ne les appliqueront pas, mais que les restrictions nucléaires sont désormais complètement levées. Le JCPOA est mort à présent. Quelle est la portée de tout cela? Vous savez, un conflit nucléaire se profile à l'horizon. L'administration Trump semble plus intéressée à exercer des pressions, voire de l'intimidation, sur tous ceux qu'elle perçoit comme un obstacle à une sorte de politique « l'Amérique d'abord ». Mais en même temps, cette question nucléaire devient de plus en plus préoccupante. Eh bien, à mon avis, il y a une sorte de désespoir qui commence à s'installer au sein de l'administration. Ils se demandent « quelles options avons-nous » Et l'option de dernier recours reste toujours la guerre nucléaire. Cela a déjà été le cas auparavant, elle a été envisagée pendant la guerre de Corée, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et certainement envisagée pendant la guerre du Vietnam. Les Français voulaient même que les États-Unis utilisent des armes nucléaires tactiques, et ainsi de suite. Nous sommes donc face à une situation où l'option nucléaire existe, c'est quelque chose qui est sur la table. Et si vous vous souvenez, Donald Trump a dit pendant sa première administration « J'ai ces armes nucléaires. Pourquoi ne pourrais-je pas les utiliser ?» Eh bien, à ce moment-là, il était considéré comme un fou. Mais si l'on regarde les documents de politique, tout ce qui est sorti depuis parle d'utiliser les armes nucléaires comme partie intégrante du continuum de la guerre. Et je pense qu'il est également important de se rappeler que depuis les années 1980, la doctrine américaine de la guerre nucléaire repose sur ce qu'on appelle la contre-force. En gros, c'est la conviction que si l'on passe à l'arme nucléaire, la partie qui l'utilise en premier gagne. L'idée est de porter un coup nucléaire surprise, et si l'on y parvient, alors on gagne. Ensuite, on intercepte tout ce qui est lancé en représailles grâce à la défense antimissile. Et là encore, on gagne. Une grande partie de l'élite impériale dirigeante estime que les armes nucléaires sont la voie à suivre. On le voit, par exemple, dans la guerre en Ukraine, où les forces ukrainiennes agissant comme mandataires tiraient directement sur l'arsenal stratégique de la Russie, la base des bombardiers stratégiques. Si l'on prend ces éléments en compte, on constate que la Russie met en œuvre sa triade nucléaire et envoie un message aussi clair que possible. Ne pensez pas que vous pouvez vous en tirer avec une frappe de contre-force. Cela ne sera pas acceptable. Ils essaient de faire passer le message qu'il faut, en quelque sorte, ouvrir les yeux et comprendre que la dissuasion nucléaire reste valable, malgré votre théorie des fous ou de la doctrine de contre-force. Alors que l'administration Trump se rend en Asie, selon le moment où les gens verront cela, il aura peut-être déjà eu la réunion. C'est intriguant. Il a déclaré vouloir que la Chine aide les États-Unis à faire pression sur la Russie pour mettre fin au conflit. Nous avons déjà entendu cela, n'est-ce pas, Elina? L'administration Biden ne disait-elle pas constamment la même chose, en jouant un peu la carte de la paix? Mais l'administration Trump met en avant une position agressive, essayant de rallier tout ce qu'elle peut, surtout la Chine, pour amener la Russie à céder. Est-ce que cela fonctionnera? Ils n'ont pas réussi à faire céder l'Iran. Il y a eu une quasi-guerre totale l'été dernier, et l'Iran n'a pas cédé. Maintenant, ils veulent que la Chine fasse céder la Russie. Oui, le problème, c'est que les États-Unis, et Trump en particulier, essaient de négocier avec la Chine en jouant une carte qu'ils n'ont tout simplement pas. Ils tentent d'utiliser la guerre économique pour apaiser la Chine et la contraindre à dire « Très bien, nous allons coopérer à cause de la guerre tarifaire, etc. » Mais la réalité de la situation est, et cela a déjà été prouvé depuis le grand jour de la libération jusqu'à aujourd'hui, avec le premier lancement de la nouvelle phase de guerre commerciale contre la Chine, que les États-Unis n'ont plus la capacité économique nécessaire. À partir du moment où ils se sont désindustrialisés,
et où la grande majorité des chaînes d'approvisionnement ont été transférées vers le sud global, principalement en Chine même, ils n'ont plus la possibilité de faire chanter la Chine sur quoi que ce soit. Recourir à la coercition économique semble particulièrement absurde, pour ne pas dire plus. Je veux dire, ils vont maintenant se rencontrer, soi-disant, pour trouver une sorte d'accord avec la Chine. Je pense que les négociations commencent aujourd'hui. Et évidemment, la Chine utilise aussi ces métaux rares sur lesquels elle détient un monopole, produisant environ 61% des métaux rares et en traitant près de 92%. C'est essentiel pour les États-Unis, qui tentent de mener des guerres dans le monde entier contre des adversaires extrêmement puissants, tout en manquant de missiles, d'artillerie et de systèmes de défense aérienne pour réellement s'engager dans un conflit. Et comme ils n'ont pas d'industrie, parce qu'ils dépendent des pays du Sud global, ayant, comme je l'ai dit, exporté la grande majorité de leurs industries et de leurs chaînes d'approvisionnement, c'est en gros le mode de fonctionnement du capitalisme. Étant donné que les États-Unis sont désormais devenus un pays de capitalisme financier. Et vous savez, il essaie maintenant de faire chanter la Chine, qui possède ce dont elle a besoin si elle veut continuer à être non seulement une puissance militaire, mais aussi, évidemment, à importer les terres rares nécessaires pour maintenir sa production militaire et financer ses guerres. Je suppose qu'il n'a même plus la capacité industrielle pour cela. Mais il a également besoin de ces métaux rares pour son intelligence artificielle. Et vous savez, la Silicon Valley en dépend pour préserver son soi-disant statut de leader technologique, ce qui n'est plus nécessairement le cas, comme l'a récemment publié le New York Times. Ils ont en fait déclaré que la Silicon Valley regarde la Chine avec envie, prouvant en quelque sorte qu'une économie dirigée par l'État peut produire à un rythme plus efficace qu'une économie axée sur le profit, comme celle des États-Unis. Mais au-delà de ce point, comme j'essayais de le dire, les États-Unis n'ont ni le pouvoir ni l'influence économique nécessaire pour contraindre la Chine à persuader la Russie de se rendre. Tout cela, à ce stade, n'est qu'une posture politique de la part des États-Unis, visant à prouver qu'ils disposent encore d'une certaine influence, mais ils n'ont en réalité pas cette capacité. Par conséquent, encore une fois, nous verrons probablement les États-Unis soit réagir de manière excessive, soit devoir reculer. Car si l'Iran ne s'est pas rendu face aux sanctions américaines, la Chine, la superpuissance industrielle mondiale, ne sera certainement pas celle qu'il fera. Le Royaume-Uni a imposé des sanctions avant l'administration Trump, très précisément contre ces deux géants pétroliers russes. Les Britanniques ont imposé des sanctions pétrolières à la Russie pour intensifier les tensions et cibler, car c'est bien ce qu'ils font, les pays des BRICS, principalement la Chine et l'Inde. Ils essaient, sans grand succès semble-t-il, de les amener à cesser de commercer avec la Russie, à cesser d'échanger du pétrole russe. Et ce que la Chine a fait en réponse à ces sanctions britanniques, c'est essentiellement dire « Nous allons simplement continuer à commercer avec la Russie ». Alors, qu'est-ce qui change ici? Il semble qu'il n'y ait vraiment rien que les États-Unis ou l'Occident collectif puissent faire pour empêcher la Russie ou la Chine ou le reste du monde de commercer du pétrole russe. Et rappelons que l'Union européenne, qui a déclaré vouloir sanctionner le gaz russe, ne pourra même pas le faire avant un an ou plus. C'est en quelque sorte repousser le problème. Que pensez-vous de cette situation? Oui, je pense, comme l'a dit Elina, que les États-Unis n'ont plus de cartes à jouer et qu'ils se contentent de souffler, de menacer de tout faire s'effondrer, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Je veux dire, il faut comprendre que cela a été un processus long et lent. Si l'on pense aux parties d'échecs, il y a des joueurs très agressifs. Et puis il y a ceux qui construisent patiemment leur structure, relient les pièces et s'assurent que chaque pièce faible est renforcée. Et à ce moment-là, ils se dirigent vers la finale.
Nous entrons maintenant dans la phase finale. À ce stade, la structure est si solide et si cohérente qu'elle ne peut plus être renversée. Toute tentative de manœuvre agressive de la part de l'adversaire ne fonctionnera pas, simplement parce que les positions et les structures ont été construites de manière si claire et si compétente. Et donc, comme Elina l'a souligné, l'un des principaux coups que la Chine a joué, et c'est vraiment un coup de puissance, est le contrôle des terres rares. Pour revenir un peu à la science de base, les terres rares constituent le groupe des lanthanides, ou groupe des lanthanoïdes. Il y a 15 éléments aux propriétés très spécifiques et rares, notamment en ce qui concerne le magnétisme, la luminescence et d'autres caractéristiques métalliques des lanthanoïdes. Cela fait des années que je dis que lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions technologiques à la Chine, en particulier sur les semi-conducteurs, j'ai prédit que la Chine serait capable de les surmonter très rapidement, car la technologie évolue. Vous pouvez simplement développer la technologie. C'est juste une question d'investissement, de recherche et d'innovation. Tous ces éléments sont intégrés dans le système chinois. En revanche, on ne peut pas inventer un nouvel élément de terre rare. Ce groupe d'éléments, les lanthanides, est fixe. On ne va pas modifier les structures électroniques et inventer de nouveaux éléments. C'est en quelque sorte un fait accompli. Et la Chine développe les terres rares depuis les années 1970, depuis 1972, et elle a eu des premiers ministres qui étaient ingénieurs et scientifiques spécialisés dans les terres rares. Ils avaient compris, il y a 50 ans, que cela allait être d'une importance stratégique. Et maintenant, ce processus est presque terminé. La structure est presque achevée. Ils détiennent un monopole sur le raffinage des terres rares. Et c'est précisément le processus de raffinage qui constitue la partie la plus difficile. Comme beaucoup l'ont souligné, les terres rares ne sont pas réellement rares. Vous en avez dans vos dents. Chaque fois que vous préparez une omelette, il y a des terres rares dedans. Le problème, c'est qu'il faudrait faire énormément d'omelettes ou broyer beaucoup de dents pour obtenir suffisamment de terres rares afin de les utiliser de manière significative. Et c'est exactement ce problème que la Chine a résolu. Ils ont trouvé un moyen d'utiliser des procédés industriels pour raffiner et concentrer ces terres rares au point qu'elles puissent réellement être utilisées et combinées à d'autres éléments, puis intégrées dans tout ce qui est électronique. Tout, depuis les années 1960, en fait, tout le domaine de l'électronique dépend véritablement des terres rares. Vous savez, les gens pensent que tout repose sur le silicium. Oui, le silicium en fait partie, le gallium aussi. Mais ce sont vraiment les terres rares, ces éléments qui rendent la force électromagnétique manipulable et transductible, qui ont donné naissance à la technologie moderne, à la technologie des TIC. Et donc, parce que la Chine détient un monopole sur ce processus, sur cette chaîne d'approvisionnement, le fait qu'elle ait pris cette décision a soudainement réveillé les États-Unis. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus d'options, en particulier en ce qui concerne la fabrication d'armes, de radars, de systèmes de guidage, de systèmes de vision nocturne, d'écrans. Toutes ces choses dépendent des terres rares. Et la Chine vient de tirer la sonnette d'alarme en disant « Souvenez-vous, nous contrôlons toute cette dimension de l'industrie. Et peut-être devrions-nous nous asseoir et avoir un dialogue raisonnable, plutôt que vous continuiez à nous menacer et à tenter de nous intimider. » Comme je l'ai dit auparavant, la seule chose qu'il reste aux États-Unis, leur dernier atout, pour ainsi dire, c'est l'escalade nucléaire. Et c'est le message que les États-Unis et d'autres pays essayent d'envoyer. C'est aussi ce que la Russie essaie de faire comprendre. N'y pensez même pas.